Toute la journée, à la télé, dans la rue, dans ma famille, on me rabâche que je dois faire attention à la planète, que je ne dois pas gaspiller, que je dois penser écolo. J'ai 20 ans et je cherche du travail dans les métiers du service. Là, c'est plus pro. On me parle de développement durable. Mais qu'est-ce que j'y comprends à tout ça? On n'y pense pas forcément au développement durable, on n'y pense pas. J'avais pas du tout conscience que le fait d'être téléconseiller pouvait avoir un impact sur le développement durable. Je suis pas une militante au sens où je vais pas me battre, descendre dans la rue, etc. sur ces questions-là. C'est comme Obélix. Je suis tombé dedans avant même d'être formateur. Oui, je suis très sensible à l'écologie. Mais vraiment, vous me dites ça pour me faire plaisir? Pour vous faire plaisir. Ouais. Par contre, je vois pas pourquoi je ne ferais pas ce qui ne me pèse pas et qui peut être bénéfique pour tous. Et on emprunte la planète à nos enfants, mais c'est eux qui vont la récolter. Même s'ils nous accuseront plus tard, de toute façon, c'est quand même eux qui le font encore, qui jettent tout partout. Je trouve qu'on est dans un monde où on a été élevé un peu avec la surconsommation, justement. Un téléphone qui sort tous les 6 mois, des objets qui sont obsolètes au bout de 2 ans, des ordinateurs, Donc c'est un peu difficile, mais j'essaie de réfréner mes envies consommatrices. Tout le monde entend parler de développement durable aujourd'hui, c'est quand même un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Or, il a un cadre de référence bien précis. Donc, si on le prend de mon côté, le développement durable, de toute façon, c'est l'ONU en 87, un rapport de Brundtland, qui définit un cadre. C'est tout simplement regarder nos modes de développement, continuer notre développement tel que le font nos sociétés dans leurs différences, mais en faisant en sorte qu'on réponde à nos besoins aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Bon, pour simplifier, le développement durable, c'est arrêter de polluer en gaspillant moins et faire en sorte que nos enfants et petits-enfants puissent eux aussi profiter de la même vie que nous. Depuis que je sais marcher, j'ai appris à trier mes déchets, à fermer l'eau quand je me brosse les dents et à éteindre la lumière derrière moi quand je quitte une pièce. Je me rends compte que c'est pas très compliqué en fait. Et j'imagine que je peux faire la même chose dans mon travail. Mais l'entreprise, elle, que fait-elle de plus que mes petits gestes? C'est non seulement le rôle d'une entreprise, mais je pense que c'est un rôle plus global concernant le pays. C'est vraiment faire le lien entre la vie de l'employé dans l'entreprise et sa vie chez lui. Et c'est couper un peu cette frontière qui existe aujourd'hui. Le développement durable, en fait, on leur apprend que c'est vraiment en 3 parties, côté social, environnement et économique. Je pense au niveau des patrons qui sont fichés royalement. Mais si on peut y penser du plus bas au plus haut, c'est encore mieux. Dans le monde de l'entreprise, ça va très vite. Ça va trop vite. Parce que finalement, c'est encore pire qu'ailleurs. Tout le monde y met tout ce qu'il veut bien y mettre. Pour peu que ce soit pris au sérieux, que ce soit pas non plus une idée d'afficher des choses pour que la concurrence soit derrière dans ces points-là. Mais c'est une vraie complexité. Je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que mon métier, est-ce que ma fonction peut avoir un impact sur l'environnement? Pourtant, oui, je sais très bien que moi, en tant que particulier, si je conduis ma voiture d'une façon non éco-citoyenne, je vais utiliser plus de carburant. Mais je ne m'étais pas dit, oui, mais moi, en tant que commercial, j'utilise la voiture. Donc, je vais aussi... C'est pas seulement quand je fais mes courses que j'ai un comportement éco-citoyen. Je dois l'avoir aussi quand je suis au travail. Et je ne m'étais pas posé la question dans le sens... Est-ce que ma fonction peut avoir un impact? Oui, elle en a, mais je ne me l'étais jamais structurée de cette façon-là dans ma tête. Et si c'est décrocher l'appel, juste pour lui dire, je vais vous rappeler, est-ce que c'était très utile de décrocher l'appel? Bien sûr, tout ce que vous voyez dans ce champ-là, développement durable, responsabilité sociale, etc., ça vient en plus de la loi. Le
le code de la route, que je sache, précise quand même que vous devez être totalement disponible à ce qui se passe sur la route. Donc, moi, je vous répète ce que je vous ai dit ici le premier jour, je crois. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, le téléphone, il est sur messagerie. C'est sûr que quelqu'un qui va s'orienter vers un métier qui l'amène à travailler en pleine nature, pour la nature, on peut considérer qu'il a quand même une fibre plus importante. Un commercial va passer beaucoup de temps en voiture, il va vendre des solutions techniques pour un négociateur technico-commercial qui peuvent quelquefois questionner, y compris sur le plan éthique. Donc peut-être qu'il y a des métiers qui prédisposent plus à se poser ces questions-là. En tout cas, ce qu'on essaye en formation, c'est de faire en sorte qu'ils se posent ces questions-là et qu'ensuite ils soient un peu mieux outillés pour faire des choix qui font qu'ils n'auront pas forcément des conflits de valeurs à gérer plus tard. Effectivement, on se rend compte qu'à différents niveaux, que ce soit dans un bureau, que ce soit avec des outils informatiques, que ce soit avec un véhicule, on peut très bien agir sur le développement durable, en faisant énormément d'économies, en s'organisant, en anticipant son travail pour mettre en œuvre les moyens les moins énergivores possibles. Donc on se rend compte que dans nos actes de tous les jours, on peut impacter en fait sur l'environnement, gagner du temps, éviter la pollution. Maintenant, on a tous envie de partir en vacances, on a tous envie de manger des fraises à Noël, on a tous envie d'aller le plus vite possible, de prendre un avion plutôt que prendre sa voiture plutôt que le vélo. Ça, je crois qu'on est dans une société un peu folle et de consommation. Et je pense qu'il faudra très longtemps pour que les mœurs changent un petit peu, et je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on soit prêt à sacrifier autant de notre confort. Voilà, en fait, c'est la question qu'on peut se poser. Jusqu'où est-on prêt à sacrifier une partie de notre confort au nom du développement durable? Ok, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ne pas rouler trop vite, trier les papiers, envoyer des mails plutôt que des courriers, dire bonjour à la dame et être agréable avec mes collègues. Tout ce que mes parents m'ont appris. Bon, j'ai encore un peu de mal avec le tri sélectif, mais je me soigne. Et puis, l'aspect social, je voudrais pas dire, mais quand je vois comment ça se passe dans certaines grandes sociétés, entre les licenciements et les suicides, j'ai des doutes. Nos modes de vie sont insoutenables. Sauf qu'évidemment, on n'abandonne pas facilement ces modes de vie. Donc ça se heurte à tous les frottements. Ça avance. Mais on a un débat politique. C'est-à-dire comme la plupart des élus politiques sont d'une génération quand même qui a vécu avec la bagnole, qui a vécu avec ce genre de choses, je pense que la société civile est plus à même d'accepter les changements, pourvu qu'on construise les modes de faire qui font que ces changements ne soient pas pénalisants, que ce que les hommes politiques pensent de la société. Donc la société est en avance par rapport aux hommes politiques. Moi, ce qui est le plus délicat aujourd'hui, c'est que je comprends vraiment la mesure des choses, je le vois à l'échelle internationale et je le vois à 20-30 ans. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui de faire passer comme message, parce que les gens, la Terre tourne encore, il y a encore quelques saisons, il y a encore des oiseaux qui chantent et qui volent. Alors ils ne voient pas qu'avant, dans ce parc, on avait 25 sortes de petits oiseaux, que maintenant on n'a plus que le moineau et le pigeon. Mais on est dans une société complètement schizophrène. De toute façon, même le gouvernement, même les entreprises, ils vont dire soyons durables, mais à côté de ça, on continue à faire perdurer des modèles qui ne sont pas durables. Ouais, c'est pas gagné. Une belle idée, mais que personne ne veut emmener au bout, car il faudrait tout changer. Transformer nos modes de vie et de consommation. Le truc impossible. Encore pire que de se brosser les dents dans le noir et sans eau. Mais pour que ça change un peu dans les entreprises, on m'a dit qu'il y a des postes de responsables du développement durable qui se créent. Il faut bien motiver les troupes. En fait, je suis chargée de lancer la démarche Green Globe dans tous les hôtels Novotel France, qui comprend 240 critères et qui comprend la gestion des déchets, la formation et la sensibilisation du personnel, faire attention à ses consommations d'énergie, d'eau, gestion des papiers, et puis des enjeux également sociaux avec la formation et la sensibilisation du personnel, qui est bien sûr primordial dans la démarche, puisque sans les collaborateurs, la démarche ne peut pas exister. Le fait de trier, déjà, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc me retrouver à trier, apprendre, etc. On a eu pas mal de formations là-dessus.
petit temps en plus, mais après on se dit que c'est un petit geste et un petit geste plus un petit geste, au final, ben, ça, comment dire, ça rend service à la planète. Avec les salariés au Novotel Pardieu, on organise des réunions générales où on fait un point de développement durable. On rappelle un peu les règles dans l'hôtel et comment on peut faire du développement durable dans son métier de tous les jours. Donc on fait des visites régulières de où on trie quoi. Donc là, ça va être le linge, tout simplement. Et là, vous allez avoir tout ce qui est pain, viennoiserie, etc. Justement pour les animaux, qu'on récupère pour les animaux. Ça a été un peu difficile à rentrer dans les mœurs parce que c'est pas une habitude qu'ils avaient. Après, ça dépend aussi de la ville où on est et comment ils sont déjà organisés chez eux, est-ce qu'ils le font déjà ou pas. Je pense que ceux qui ont des enfants se sont mis plus facilement à trier et à recycler et à rentrer vraiment dans la démarche. C'était un peu plus difficile avec les plus jeunes, on va dire, mais c'est rentré dans les mœurs, même si on retrouve parfois de la porcelaine dans le verre cassé. On va prendre 3 verres du raid de Claude Crevette. Ce qui est compliqué, c'est le rapport à l'organisation même de l'entreprise. On le voit pour les collectivités, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des gens qui fonctionnent depuis 10, 20 ou 30 ans, hein, des services qui sont organisés. Donc là, effectivement, la plupart des entreprises ont créé, quand elles avaient les moyens en personne, une direction développement durable. Elles ont créé tous les outils, en fait, qui répondent au discours qu'on leur demande. On leur dit, est-ce que vous vous intéressez au développement durable? Ah oui, on a une direction. Est-ce que vous triez votre papier? Ah oui. Est-ce que vous triez votre verre? Ah oui. Alors l'entreprise peut être totalement vertueuse. Alors on va pas grossir le trait jusqu'à parler des fabricants d'armes ou des fabricants de superpolluants, mais l'entreprise peut être totalement vertueuse. Simplement les produits qu'elle met en ligne, les produits qu'elle met à disposition du consommateur, l'emballage, le suremballage, la nature du produit n'est pas prise en compte. On peut produire des bombes nucléaires, on peut produire des armes et on peut produire des panneaux photovoltaïques. Bon, certes, il y a des gens qui aiment les armes, mais on peut produire des voitures polluantes ou on peut produire des moyens de déplacement écologique. Et je pense que les gens qui produisent des choses qui sont utiles socialement, écologiquement, eh ben, ils viennent au travail avec plus d'envie de faire quelque chose qui sert que des salariés qui savent que leur production est nuisible à la population, à la planète. C'est fou cette histoire de développement durable. Où que tu sois et quoi que tu fasses, il faut y penser. Et j'imaginais pas le poids que cela pouvait avoir dans le cadre d'un travail. Par contre, j'aime bien quand il parle de redistribution des richesses et de bien-être au travail. Ça change. Ça pourrait être ça en fait. Travailler mieux pour vivre mieux. Pas mal comme slogan. Bon, et si j'avais un boulot où je suis toute la journée en voiture, comment ça se passerait ? Ça a toujours été dans ma nature de faire attention à mon style de conduite. À préserver tout ce qu'on a pu mettre en place quand on s'est rendu compte des consommations des véhicules, de changer un des véhicules qui consommait beaucoup trop. Après, c'est moi qui ai mis en place de récupérer le papier. Parce que je trouve que chaque petit geste, les uns derrière les autres, c'est là que tout le monde pourra arriver à faire quelque chose de bien, quoi. Et le particulier, les demandes qu'il formule, c'est toujours bon pour de chauffage ou de la climatisation, mais il faut toujours aller chez eux. Donc on n'a pas de possibilité d'esquiver ces kilomètres. Je suis négociateur commercial dans les énergies renouvelables. Donc je propose différentes solutions de chauffage ou de climatisation chez les particuliers, chez les professionnels. Je peux me permettre? Monsieur Bordilin? Bonjour. Bonjour, monsieur de Prézo Climatique. Alors vous, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez déjà une idée vers quoi vous voulez vous orienter? Sur le type de matériel? Oui. J'ai aucune idée. Aucune idée? Non. Alors, je vais vous montrer un peu. Il y a plusieurs modèles. Lorsque je suis chez un client, donc je leur explique quand même que les solutions que nous proposons, nous travaillons qu'avec des produits qui sont en classe énergétique A. Parce que beaucoup sur le marché ont des solutions, alors avec un budget moins important, mais qui sont en classe C ou en classe D. Donc ce qui fait qu'au niveau consommation électrique, on n'est pas bon. Alors ce que je vais faire, je vais prendre des mesures. Et je leur explique aussi qu'en passant sur des pompes à chaleur, par rapport à la planète, on fait un pas en avant, parce qu'on récupère simplement les calories qui sont dans l'air. Donc on ne pollue pas sur le type de fonctionnement.
Moi, ce que je vais regarder, c'est l'investissement par rapport à ce que je vais pouvoir économiser sur mes factures. Donc, je pense que, enfin ça on le verra, mais je pense que c'est un investissement qui doit se récupérer en quelques années, quoi, enfin, je suppose. Donc, avec un budget limite qu'on s'est fixé, nous. Et il faudra que ça rentre impérativement dans ce budget. Mais il est certain que on sait que ça nous coûtera plus cher que de mettre un chauffage traditionnel, quoi. Voilà. D'accord, donc là c'était prévu un séjour. Il y a aussi une motivation écologique, un petit peu, mais moindre que celle de faire des économies. Allez, donc vendredi 14h, monsieur et madame Gordy. L'expérience qu'on a aujourd'hui montre que quand on offre à quelqu'un la possibilité d'acheter un produit qui soit plus écolo, cette personne, il y a deux cas de figure. Soit il y a une différence de prix qui fait que soit c'est pas accessible tout simplement, soit ça met en cause d'autres comportements de consommation, et la différence de prix fait que la personne reste sur ses gestes de consommation classiques. Mais à un niveau de prix égal, effectivement, la personne ira vers une consommation avec un label plus écolo, et qui généralement est corrélé avec une meilleure qualité, parce que derrière, elle sait qu'elle le gardera plus longtemps, c'est moins destructeur pour l'environnement. Donc je pense que chaque fois que c'est possible, les gens font un geste écolo. Possible, mais pas simple. Comment je m'y retrouve avec tous ces produits? Et j'en fais quoi des produits qui viennent d'Asie? Je les repère comment, les labels bio? Moi, je m'y perds dans cet immense supermarché mondial. Les entreprises citoyennes ou éco-citoyennes, c'est un contresens, puisque l'entreprise, son problème, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être rentable et de diminuer ses contraintes pour être le plus rentable possible. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec le renchérissement du prix des matières premières, avec l'augmentation des réglementations sur les pollutions et sur la sécurité du travail aussi, ce qui va ensemble, les entreprises ont intérêt à aller vers des productions moins polluantes, vers des productions qui sont d'une meilleure qualité à la fois sociale et environnementale, et effectivement vont vers une éco-citoyenneté, mais elle est toujours déterminée par quelque chose d'autre que la logique même de l'entreprise. Elle est déterminée soit par la réglementation du pays où elles sont, soit par le fait que le consommateur réclame plus de qualité sociale et de qualité écologique dans les produits. Le développement durable a modifié la façon de travailler dans le sens où tous ces arguments, qui deviennent des arguments de vente, sont mis beaucoup plus en avant. Il est de bon ton aujourd'hui de parler d'écologie. Sincèrement, je veux dire, regardez, les voitures, c'est le plus pollueur du monde. Eh ben, ils parlent écologie à fond. C'est une bonne chose parce que ça les fait avancer dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez, tant que l'écologie est un argument, ça sera utilisé. La définition du développement durable, je ne peux pas dire que je la connaisse exactement, non. J'en ai entendu parler comme la plupart des personnes, en fait, dans la presse, à la télévision, des choses comme ça. Et donc j'ai fait quelques formations déjà avec 3 marques différentes, où justement on va aux formations et ils nous donnent vraiment tous les avantages de leurs produits et ce qui pourra nous aider en fait, les points forts pour les ventes en fait. Il faut qu'on refasse un peu la gamme parce que je trouve que là on est vraiment faible. Donc il faut qu'on arrive jusqu'au bout ici, toute la gamme là. Ouais. Hein? C'est vrai que nous on appuie assez au niveau des ventes, le fait de prendre un appareil qui soit effectivement plus économique et plus écologique. Maintenant de toute façon beaucoup d'appareils sont en classe A, la plupart d'ailleurs, voire A+. Et c'est vrai qu'on aime autant nous vendre ce produit-là déjà. Et les personnes se sentent quand même de plus en plus concernées. Donc je pense que notre génération maintenant commence vraiment à prendre conscience des choses. Après il y a des choix dans la vie malheureusement. Ce qu'on regardera toujours en premier, c'est triste, mais c'est notre budget. Il y a une marque de machine à laver qui a une fabrication française et une fabrication chinoise. Le modèle en fabrication française, on le vend 399 €, Mintou, enfin bon, un petit produit assez sympa, bien fait et tout. Vous avez pratiquement le même produit qui est fabriqué en Chine, il est à 299 €. Vous allez mettre en confrontation un client devant ce choix économique également qui est le sien, qui est son pouvoir d'achat. Et il va se poser la question, est-ce que je vais choisir ce lave-linge-là 100 € plus cher parce qu'il a été finalement, écologiquement, il est moins porteur de carbone
compte tenu qu'il a moins voyagé. C'est bien ça le problème. Eh bien, le client, je peux vous dire, 99 chances sur 100, il va prendre celui qui est moins cher. Parce que l'écologie, c'est bien, mais tant que ça ne touche pas trop le portefeuille. L'argent, toujours l'argent. Comment faire quand tu gagnes le SMIC et que tu dois te loger et nourrir ta famille? Comme dit mon grand-père, il faut acheter moins, mais acheter mieux. Moins manger de viande, mais de la viande bio, de la bonne vache qui brode tranquillement. Marcher pour vivre plus, respirer. Me perdre sur des chemins de traverse. Me faire des films quand je me balade dans les bois. Sentir, faire des demi-tours. Me baigner dans des fleurs de pissenlit. Un peu, beaucoup, à la folie. Ce que je crois de plus difficile pour les jeunes, c'est qu'ils ont grandi dans un système qu'il faut revoir. Donc ils se sont forgés sur un système d'opulence, sur des valeurs matérielles qui vont être radicalement changées bientôt. Donc il y a ceux qui ne veulent rien savoir de tout ça, qui vont être cyniques, il y a ceux qui vont souffrir, il y a ceux qui déjà sont dans la décroissance. Ce en quoi je crois beaucoup énormément, c'est le web 2.0. Je pense qu'aujourd'hui, si les personnes, si le consommateur prend conscience de quelque chose et veut faire changer les choses, il le peut, et pas simplement en utilisant le tiroir caisse comme urne, parce qu'aujourd'hui le vrai vote, c'est pas à l'urne, c'est au tiroir caisse, c'est ce qu'on achète. C'est très important, chaque produit qu'on achète, c'est comme un vote. On vote pour quelque chose et contre autre chose. Ça, c'est clair. Mais je crois que le Web 2.0 et cette capacité aujourd'hui à constituer des communautés qui se rallient autour d'actions ou autour de valeurs peut faire avancer les choses. Je crois beaucoup en ça pour s'opposer justement à ce caractère poussif des lobbies économiques et capitalistes face au gouvernement. Il y a des gens qui sont engagés en politique maintenant, qui ont 40 ans. Alors peut-être pas du temps de leur carrière politique, mais du temps de leur vivant. Dans 30 ans, quand ils auront 70 ans, il faudra qu'ils se retournent et qu'ils disent « Là, on s'est planté, là. Mais là, on s'est planté vraiment grave parce qu'on le savait. On savait qu'il fallait faire autrement. On fallait que dès maintenant, il fallait faire des choses décennales, et on ne l'a pas fait. » Et ça, c'est vraiment aussi ce qui est offert aux politiques. Il faudra que ceux qui ont une espérance de vie de 20, 30 ou 40 ans, il faut bien qu'ils se disent que les décisions qu'ils prennent maintenant, ils auront à en rendre compte dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Je pense qu'on va petit à petit dans le bon sens. La question, c'est est-ce qu'on y va assez vite? Mais ce que je vois, c'est que de plus en plus, il y a des initiatives citoyennes qui se font et qui accompagnent les politiques publiques pour aller plus loin dans une écologisation des politiques publiques. Donc c'est pas simple. Ça passe par des transformations, ça passe par des changements, et les changements sont toujours difficiles. Mais je suis optimiste. Parce que je pense qu'on offre, non pas une contrainte, mais une nouvelle manière de vivre. Et que cette nouvelle manière de vivre, elle est plus agréable qu'un mode de vie métro, boulot, dodo et toujours plus de consommation. Il est temps de réinventer le monde, notre monde, avant que lui nous réinvente en fait quelque part, puisqu'on aura cette obligation-là à un moment de changer. Dire aujourd'hui que c'est trop tard, je ne suis pas de ce naturel-là, je suis plutôt d'un naturel optimiste. En plus, on a quand même une conscience individuelle, collective, au moins, qui opère. Chacun de nous aura une petite sensibilité avec quelque chose qui participe à un tout. Est-ce qu'on ira assez rapidement? Sans doute jamais assez, mais est-ce qu'on aura le temps de transformer les choses? Moi j'y crois fortement, il y a des initiatives partout, il y a des gens de plus en plus sur le terrain, les comportements d'achat changent, les comportements des gens changent, alors est-ce qu'ils changeront suffisamment? C'est à voir. Maintenant l'homme a quand même la capacité de se recréer au fur et à mesure et de changer son environnement, donc moi j'y crois fortement. Moi aussi je veux y croire. Et si je trouve un job, je demanderai si le patron et les salariés font quelque chose pour le développement durable.
Parce que comme j'ai pu le voir avec ce petit tour dans les métiers du service, on peut tous faire un petit geste. Mais est-ce qu'on est tous prêts à changer et partager véritablement avec les autres? C'est le choix que nous avons à faire aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, il ne faut pas tarder.